Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale. Et dans cette émission, nous partirons en Guyane. Martial Debrief, la chronique à la page, a tout simplement une interview exclusive de Christiane Taubira, l'ancienne garde des Sceaux. Éric Borner avec nous, le magicien mentaliste, il est en live ce soir sur Alsace 20. Il s'appelle Jérémy Stempflin, atteint de sarcoïdose pulmonaire. Il avait réussi un défi de relier Colmar à Paris à la marche. Eh bien, c'est l'Alsacien de l'année, selon nos confrères des dernières nouvelles d'Alsace. Et on parlera des juniors d'Alsace avec nos invités, Daniel Rettler, Catherine Kremer. On accueillera également Magali, ou comment redonner de l'emploi à des juniors ou des seniors. Ce sera à suivre. Avant cela, le JT, Anna Britz. Bonsoir à tous. Et dans ce JT, 41e jour de grève contre la réforme des retraites et nouvelle mobilisation dans la rue à Strasbourg aujourd'hui. Dans moins d'un an, départements du Haut-Rhin et Bas-Rhin laisseront la place à la collectivité européenne d'Alsace, mais seuls 32% des Alsaciens sont au courant. Et puis nous finirons avec une exposition singulière, c'est son nom, à découvrir à Strasbourg. Nouvelle mobilisation intersyndicale aujourd'hui à Strasbourg, donc contre la réforme des retraites. Le retrait provisoire de l'âge pivot par le gouvernement n'a en rien entamé la mobilisation des manifestants. Ainsi, près d'1 millier de personnes, tous corps de métier confondus, se sont rassemblés en début d'après-midi pour faire entendre leur voix et demander le retrait de cette réforme des retraites. Reportage de Camille Roland et Cécile Motz. Levez les poings en l'air, allez, 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 pour foutre la réforme en l'air. Bénédicte, Vincent, Adèle, mais aussi Héloïse étaient tous présents cet après-midi dans le cortège strasbourgeois contre la réforme des retraites. Parmi les manifestants, il y a ceux de la première heure, comme les cheminots et les professeurs. Bénédicte enseigne les sciences économiques et sociales depuis une vingtaine d'années dans un lycée et pour elle, aujourd'hui, c'en est trop. Je n'ai jamais connu une création de poste, par exemple. On a de plus en plus de groupes d'élèves dans les classes et puis des réformes qui se font sans tenir compte de notre expérience, de notre savoir-faire, de la maîtrise de notre métier. On est fatigué de ne pas être entendu. On est fatigué de ne pas prendre part à la construction de l'éducation nationale. Mobilisé depuis les débuts du mouvement, Vincent continue de faire entendre sa voix en soutien à toutes les professions. Moi, en tant que cheminot, on nous a dit il y a un an dans la réforme des retraites, dans la réforme du système ferroviaire, qu'on ne toucherait pas à mon statut. La retraite, c'est une des composantes de notre statut. On est en train de la changer. Les promesses qu'on nous a faites il y a un an, elles tiennent toujours pas. Près d'1 millier de manifestants se sont retrouvés place Kléber avant de défiler dans les rues du centre-ville de Strasbourg et chacun avait ses raisons. Dans le domaine de la culture, on a des carrières très particulières, aussi des carrières qui sont interrompues. On travaille beaucoup avec des gens qui sont intermittents, qui ont des contrats très très courts. Et il y a beaucoup de précarité aussi dans ce domaine-là et c'est des gens qui vont en pâtir beaucoup d'une réforme qui fait un nivellement par le bas, quoi. Nous, nos emplois, ils sont financés par, en partie, peut-être pour toi, mais moi, totalement par les financements publics. Donc c'est une vigilance permanente qu'on a en tant que professionnel de la culture par rapport à l'engagement politique. Déjà c'est compliqué pour nous à la fac, on vit au jour le jour, on fait des jobs précaires et à la fin on ne sait même pas si on va avoir de diplôme et ensuite on nous dit qu'on n'aura pas de travail et pas d'assurance chômage et ensuite pas de retraite. Et ben on se dit que c'est en s'organisant par nous-mêmes, pour nous-mêmes, qu'on arrivera à faire reculer ce gouvernement. Ce jeudi 16 janvier, un nouvel appel à la manifestation a été lancé par l'intersyndicale. Ce sera la 8e depuis le début de la mobilisation. Et déjà en grève depuis une semaine, les avocats strasbourgeois poursuivent leur mouvement jusqu'au 20 janvier au moins. Et puis un autre rassemblement en marge des manifestations contre les retraites. Une quarantaine de professionnels de la petite enfance se sont réunis devant le centre administratif de Strasbourg en début d'après-midi.
C'était un appel national du collectif Pas de bébé à la consigne. Il s'oppose à la loi ESSOC qui vise à modifier les normes d'accueil des moins de 6 ans et conteste la réduction du personnel et des mètres carrés nécessaires au bien-être de chaque enfant. On écoute Sandrine Ring, elle est auxiliaire puériculture à la crèche d'Egvolsheim. Aujourd'hui, on alloue à un enfant dans une crèche 7 mètres carrés et la réforme veut la faire descendre à 5,5 mètres carrés par enfant. Ce qui voudrait dire que là où il y avait avant 2 enfants, on pourrait en mettre 3. Alors que déjà actuellement, il y a beaucoup d'enfants et que rajouter encore des enfants sans rajouter du personnel qualifié, à un moment donné, ça ne marche plus. On a un groupe de 18 enfants pour 3 professionnels. À 3, on ne peut pas s'occuper d'enfants de 2 ans et demi, 3 ans et leur apporter tout ce qu'on aimerait pouvoir leur apporter. Il y a un enfant qui va pleurer, on va le prendre 2 minutes dans les bras pour le consoler, mais on va devoir le laisser alors qu'il aurait eu besoin d'être contenu un peu plus longtemps parce qu'il y a un autre enfant qui doit être couché parce qu'il est fatigué, un autre enfant qui a faim, donc c'est compliqué. En bref, dans l'actualité, demain entre midi et 18h30, un exercice de sécurité de grande ampleur se tiendra au stade de la Méno à Strasbourg. Il devrait s'agir d'une simulation d'accident. Un important dispositif de forces de l'ordre, de sapeurs-pompiers et d'équipes médicales est donc à prévoir aux abords du stade. Mais pas de panique à avoir donc. Et la rue des Vanneaux dans les environs sera également fermée à la circulation. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dans moins d'1 an, les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin fusionneront pour donner naissance à la collectivité européenne d'Alsace. Cette nouvelle structure doit reprendre les missions des 2 départements, augmenter de compétences en matière de transfrontalier mais aussi de bilinguisme. Si beaucoup de choses restent encore à définir et à préciser, selon un récent sondage de l'IFOP, seuls 32% des Alsaciens sont au courant. Pas de quoi inquiéter Frédéric Bierry, le président du département du Bas-Rhin, au micro d'Adrien Laby. Je crois, pour échanger souvent sur cette question avec de nombreux Alsaciens, qu'ils sont très heureux que l'Alsace puisse retrouver une organisation, une échelle institutionnelle. Ils l'attendaient fortement, même s'ils préféraient la sortie du Grand Est en large majorité. Aujourd'hui, ils sont néanmoins heureux de cette première étape qui est franchie de la création de la collectivité européenne d'Alsace. Après, c'est normal, on est au début de cette collectivité et nous n'avons pas encore été dans un échange approfondi avec les habitants. Nous le ferons après les municipales parce qu'on ne peut pas tout mélanger, mais notre enjeu, bien évidemment, c'est d'être en interaction avec les habitants. Et plus d'informations sur la collectivité européenne d'Alsace, ce sera ce soir, après 24 heures en Alsace, après le JT, dans notre magazine Le Tour des Cantons. Et on finit ce journal avec une exposition à découvrir à Strasbourg. Singulière, c'est son nom, mais à mal les stéréotypes et les normes de genre à travers des céramiques plutôt explicites. C'est à découvrir au café Galerie Librairie L'Oiseau Rare. Fanny Kunz s'y est rendue. Ils jonchent le sol sur un tapis de gravier rouge comme des petits êtres à la fois doux et bestiaux. Les pénis et vulves en porcelaine de Solène Dumas n'ont pourtant rien de provocateur. Mutilation, effacement de soi et questions du genre sont au centre de cette exposition singulière. Et singulière, c'est justement son nom. Pour moi, singulier, singulière, c'était vraiment pour parler de la singularité de chaque être, qu'on a tous des particularités et que c'est ça qui fait que chaque être est intéressant et beau à sa façon. Le fait de nous mettre dans une case homme ou femme, avec les stéréotypes qui sont rattachés à ça, et donc ça nous prive de nos libertés et ça nous enferme dans certaines choses qui va peut-être nous poser des problèmes identitaires. Donc vous allez pouvoir voir bien sûr des pénis, des vulves, mais également vous allez pouvoir voir des sexes un petit peu de personnes intersexes ou des sexes qui ont subi certaines mutilations ou des sexes qui ont certaines anatomies. Donc je veux vraiment montrer une diversité de l'anatomie génitale. Ce projet a nécessité plusieurs années de recherche autour des questions du genre et du travail de la matière. J'ai demandé à mes modèles de me faire parvenir des photos de différents points de vue pour me permettre de reconstruire par modelage ces sexes en y allant couche par couche en fait. Par exemple, les vulves, je commence à faire par exemple les petites lèvres. Bon déjà je fais une première plaque
après je fais les petites lèvres, après je fais les grandes lèvres. Donc vraiment, je reconstruis étape par étape. Ce n'est pas du moulage, car si je faisais par moulage, j'aurais des œuvres toutes petites, car la porcelaine prend beaucoup de retrait à la cuisson. Le côté fourrure, c'était vraiment pour ramener à l'animalité de l'être humain. Si cela vous a donné envie d'en découvrir plus, Solène Dumas proposera une 50aine d'œuvres accompagnées de témoignages lors d'Esthétisme de la singularité, une plus grande exposition qui aura lieu à Paris en septembre. Et on finit ce journal tout de suite avec l'image du jour, Oliviane. On fête les 40 ans de la sortie du film Les Bronzés font du ski, mais pour l'instant, dans les Vosges, ils font plutôt les 100 pas en attendant la neige. Voilà un rapide tour des webcams du massif cet après-midi. Du Markstein au Grand Ballon, en passant par le Lac Blanc, le Schnepfenried ou le Tannay, c'est la couleur blanche qui est cruellement absente. Seul le Feldberg en forêt noire nous montre quelques skieurs. Consolez-vous, au moins vous ne passerez pas la nuit sur un télésiège. Voilà, des forêts plutôt sèches. Merci beaucoup Anna pour cette information. On accueille le plateau du soir, magicien et mentaliste Eric Borner, qui est notre invité. Jérémy Stempflin, l'Alsacien de l'année 2019 par les DNA, Daniel Rettler et Catherine Kremer. Venez nous rejoindre. Il pilote les Juniors d'Alsace, une aide au retour à l'emploi. On s'installe, on découvre la météo de Célia et on se retrouve juste après. Votre programme avec CroisiEurope. CroisiEurope, croisière sur les fleuves et mers du monde à bord de bateaux à taille humaine. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre point météo de ce mercredi 15 janvier. Ça va être une météo plutôt facile parce que je ne vous annonce que du soleil pour demain ainsi que pour jeudi. Regardez plutôt un joli ciel bleu en perspective avec un grand soleil. Alors bien sûr, le soleil n'empêche pas quelques petits nuages bas de passer de temps à autre, mais en tout cas ça reste très lumineux et côté Mercure, ça reste doux en matinée sur l'ensemble du territoire avec jusqu'à 7 degrés prévu. Ce sera la maximale alsacienne prévue du côté du col de Saverne ou encore de Sarre-Union, 5 degrés de Wissembourg à Strasbourg, 4 degrés prévus du côté de Colmar, 3 degrés la minimale du territoire alsacien. Ce sera pour Mulhouse ou encore pour Saint-Louis. L'après-midi, toujours autant de ciel bleu et encore un joli soleil sur l'ensemble de la région transfrontalière et des températures au beau fixe avec jusqu'à 12 degrés prévus du côté de Saverne, Strasbourg ou encore Colmar. 10 degrés ce sera pour Wissembourg ou encore pour Mulhouse. 12 degrés également prévus chez nos voisins allemands. Un coup d'œil maintenant sur vos prévisions de jeudi et on reste sur cette belle lancée. Toujours autant de soleil, des températures qui pourront atteindre les 12 degrés prévu en Alsace ainsi que dans la région du Bade-Wurtemberg, 11 degrés de maximale jeudi après-midi si vous êtes dans le nord de la Suisse. Mercredi, nous serons donc le 15 janvier et nous fêterons les Rémi. Bonne fête à eux. Le soleil se lèvera à 8h16 pour se recoucher à 17h précise. On gagne encore 2 minutes de soleil. Excellent moment à tous sur Alsace 20. Votre programme avec CroisiEurope. CroisiEurope, croisière sur les fleuves et mers du monde à bord de bateaux à taille humaine. Et l'invité de la rédaction ce soir, l'Alsacien Jérémy Stempflin. Comment allez-vous, Jérémy? Ça va, merci et vous. Vous avez, moi je vais très bien, vous encore mieux j'imagine. Il a découvert ce garçon dans les dernières nouvelles d'Alsace qu'il était l'Alsacien de l'année 2019. Comment est-ce qu'on accueille cette information? En fait, ça fait vachement plaisir quand on le découvre parce qu'on voit que les actions qu'on a menées ont été suivies et que les gens n'ont pas lâché même quelques mois après et que ça a touché le monde, donc c'est cool. Alors vous avez une maladie, vous souffrez de sarcoïdose. Un petit mot d'abord, c'est quoi cette maladie? C'est une maladie inflammatoire qui est chez moi dans les poumons, donc qui parfois empêche de respirer, donc on doit prendre des corticoïdes parce qu'il n'y a pas de traitement, ça fait partie des maladies rares. Et puis voilà, on n'en sait pas plus encore non, on ne sait pas plus aujourd'hui. Et alors vous avez réussi un défi incroyable, c'était de relier Colmar à Paris à pied. Il faut le faire quand même, parce que les poumons ne sont pas forcément au top. C'était le 9 mai dernier, vous l'avez fait en 12 jours. Juste avant qu'on revoie les images, comment elle était née cette idée un peu folle? J'avais besoin de refaire du sport. Et je voulais pas refaire du sport comme les bonnes résolutions. Faire 40 km par jour. Ouais, c'est ça. Je devais reprendre le sport en fait pour la santé et je n'avais pas envie d'aller en salle pour de bonnes résolutions comme les gens font parce qu'on tient 1 mois, 2 mois et après on n'y va plus. Hein. Ouais, c'est vrai. D'accord. Et tu me regardes. comme ça. et puis je me suis dit pourquoi je me lancerais pas un défi. Et c'est ça qui m'a motivé à me mettre au sport et donc la motivation pour la santé a fait que je me suis lancé ce défi. Voilà, et on avait dit Alsace 20 que s'il reliait la maison de l'Alsace à Paris, où nous avons d'ailleurs nos bureaux, eh bien, on y serait. Retour sur cette aventure exceptionnelle.
Jérémy a parcouru environ 40 km par jour. Malgré certaines difficultés, il a toujours continué, bien entouré par son équipe. Au bout du 3e ou 4e jour des tendinites qui étaient très difficiles, mais on a bien strappé, on a bien soigné ça et on m'a fait avancer, on m'a poussé, on m'a tiré, on m'a accompagné pour que je ne sois pas seul et que je puisse avancer. Ça fait bizarre de se dire que demain je vais dormir et pas me relever pour aller marcher. De nombreuses personnalités soutiennent Jérémy dans son combat. Certaines étaient là dès le départ et l'ont rejoint à l'arrivée. J'étais au départ de la marche pour Paris il y a 12 jours à Colmar et on se disait tous mais est-ce qu'il va y arriver parce que c'est juste un défi incroyable que de marcher 500 km. C'est un bel exemple pour les jeunes et c'est un bel exemple aussi pour les personnes qui souffrent et qui sont malades. Alors moi j'ai fait l'armée et je me souviens de 25 km de marche. Bon, on avait un sac à dos de 20 kg, mais je me souviens que les 25 km, les premiers, bon lui il n'avait pas d'entraînement, j'en avais pas non plus. Ça c'est fini, j'avais des ampoules aux pieds, je ne pouvais plus marcher pendant 3 jours. 25 km, lui il fallait que je fasse 40 par jour. Et petit à petit, tous les jours, je le voyais marcher. Je lui envoyais des petits messages. Je me dis, mais c'est pas possible, il ne peut pas y arriver. Et il est là, tout frais. Donc bravo à Jérémy. Pour Jérémy, le combat continue. Il souhaite multiplier les actions de sensibilisation autour de sa maladie et ainsi mieux la faire comprendre. Voilà, Jérémy, l'Alsacien de l'année 2019. Il a raison, Bob Sinclair. Hein. Il a fait l'armée, au bout de 25 km, il était cuit. Vous en avez fait 40 par jour. Comment est-ce qu'on avait préparé en fait tout cela ? Salle de sport, tapis. Et comment on tient 40 km ? En rigolant sur le chemin avec les gens qui passent en voiture, avec les équipes qui me suivaient. C'était 9 heures de marche par jour, donc c'était long. Donc j'étais très bien accompagné. Donc, Sans les autres, vous auriez pu le réussir ? Non, parce que ça a une motivation sur le chemin, parce qu'au bout de 20 km, la journée, tu te dis, oh, il en reste encore 20. Ouais. Et là, ils sortent, ils mettent la musique à fond, on passe dans des petits villages où il n'y a personne et on met le bordel. Et puis, en fait, on avance comme ça, en rigolant, donc ça fait passer le temps. Voilà, et dans ce défi, vous ne vouliez pas qu'on retienne le Jérémy de la marche, le gars qui est simplement en train de marcher, mais un mec malade qui peut faire ça. Ça doit être valeur d'exemple. Les autres peuvent se dire, moi aussi, je peux le faire. C'est ça, une sorte de motivation et arrêter de se plaindre pour tout et rien. La voiture qui démarre pas le matin, on arrive en retard au travail. Voilà, il y a plein de choses qui font qu'on s'énerve et on va pas bien pour des petites choses. Donc il faut relativiser et avancer et se dire que s'il y a des gens malades qui peuvent faire des choses comme ça, on est capable tous de faire de belles choses. Alors vous avez mobilisé pas mal de VIP, hein. On a vu Bob Sinclair, on va voir quelques images là. Il y a des footballeurs, il y a des chanteurs, des acteurs, etc. Comment elle s'est faite cette mobilisation autour de vous ? En fait, j'avais fait une première vidéo sur Instagram. Candeloro, ouais. J'avais fait une première vidéo sur Instagram en annonçant que j'allais marcher et j'ai vu que ça prenait. Donc j'ai contacté 1 ou 2 artistes au départ et après ça fait boule de neige. Jusqu'à François Hollande, jusqu'au Racing Club de Strasbourg, jusqu'à Bob Sinclair, Bess Ditto, des acteurs de l'esprit criminel. Donc c'était sympa. Bon, à sa décharge, il est très fort en réseaux sociaux. Hein. Voilà, Instagram, Facebook. On se débrouille. On se débrouille plutôt bien. La suite, c'est quoi pour vous, Jérémy ? Mais c'est à fond dans mon association, l'association MyJump. Donc on organise des événements de divertissement au grand public pour récolter des fonds et monter des projets solidaires auprès des hôpitaux. Je sais que Brigitte Klinkert, Madame Klinkert, ouais. Voilà, du Haut-Rhin, présidente du conseil départemental, est très présente à vos côtés, puisqu'on l'a vu, là, c'est elle qui vous avait accueilli, qui vous avait embrassé en arrivant. Aujourd'hui, il y a cette mobilisation et vous allez continuer à faire exister MyJump. Je suis content parce que je vois que la marche a amené des bonnes choses, parce que maintenant on a lancé un concert pour le jeudi 2 avril au théâtre de Colmar Gospel et ça s'est rempli en même pas un mois. Donc on voit que les gens sont encore là et qui veulent être présents à nos côtés et qui voient les actions qu'on mène. Donc voilà, cool. Ça vous inspire quoi, Catherine, comme ça, un petit jeune comme ça qui fait... C'est magnifique. Vraiment, chapeau, bravo, parce que c'est un bel exemple. C'est un bel exemple. Il y a une belle solidarité, oui. Voilà, ça c'est un sacré junior. Ah oui. Junior, voilà, c'est ça. Il faut dire junior, maintenant on en parlera avec nos invités. Ce que je vous propose, c'est le lot de consolation en plus, ou le cadeau on va dire, c'est Eric Borner, notre magicien et mentaliste en live ce soir. Vivez l'expérience DS dans les DS Store Car Avenue, un moment unique et magique.
Et voilà, retour sur le plateau, c'est évidemment direct, il est 19h17 avec nos invités Daniel Rettler, Catherine Kremer et Jérémy. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui comme tour de magie? Vous m'inquiétez à vouloir faire de la cuisine, Eric Borner. Ah oui, mais il faudra venir manger à la maison, je vous inviterai avec grand plaisir. D'accord. Si vous le souhaitez. Comme on est en direct, alors, ça s'est tombé. Eh bien, je vous ai emmené quelques couverts. Il y a un grand magicien que vous connaissez peut-être, qui était très connu en utilisant les couverts il y a quelques années, qui s'appelait Uri Geller. Ça vous parle ou pas du tout? Tout à fait, ouais. J'ai eu la chance de le rencontrer, on a partagé un moment et il m'a appris le numéro que je vais partager avec vous maintenant. D'accord? Alors j'ai emmené évidemment quelques couverts, des cuillères, des fourchettes, des petites cuillères, des grandes cuillères. Honneur aux dames oblige, je vous laisse donc démarrer. Avant tout ça, j'ai entendu tout à l'heure dans le reportage le chrono, l'entraînement, le nombre d'entraînements. Est-ce que vous voulez bien tendre la main gauche, parce que vous faites tout ça avec beaucoup de cœur dans ma direction. Tenez-moi le poignet et en quelques secondes, dites-moi simplement quelle heure il est sur votre montre. Ou plutôt sur votre montre. Oui, je vais vous la rendre. Il lui a piqué sa comme ça, on peut démarrer. On va y serrer la main juste avant de rentrer. Donc je vous rends votre montre, c'est très pratique pour l'entraînement. Okay. Je vous disais honneur aux dames. On a des petites cuillères, des grandes cuillères et des fourchettes. Qu'est-ce que vous préférez? Une grande cuillère. Une grande cuillère. Alors je vous laisse le choix. Dans ces 4 cuillères-là, laquelle vous attire le plus? La 1, la 2, la 3 ou la 4? La 2. La 2, celle-ci? Oui. Sans doute. Je vous laisse vérifier la solidité de la cuillère. Regardez s'il y a inscrit quelque chose d'un côté ou de l'autre côté de la cuillère. Vous pouvez tester réellement. Et je vous donne également ici une simple serviette de table. On va l'ouvrir. Ça, c'est pour vous. Merci. Ça, c'est pour vous. Et ça, c'est pour moi. Faites la même chose que moi. Je vous invite à ouvrir votre serviette de table. Vous allez voir qu'elle est grise d'un côté et rectangulaire de l'autre. Vous pouvez vérifier. On va la plier bord contre bord avec les deux coins en haut. Une fois que vous avez remonté la serviette, je vais vous demander de rouler les côtés de la serviette 1 ou 2 fois pour fermer les côtés de la serviette, ce qui vous permet d'obtenir un sac improvisé. Ok. Ah, Daniel, vous faites bien les choses. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça, c'est pour vous. Le premier, je vous le donne, il est tout fait. Sur micro. Voilà. Pardon, je reprends la cuillère. Bon, vous n'avez rien vu ni d'un côté ni de l'autre. Exact. Est-ce qu'il y a écrit quelque chose là? Pas du tout. Quelque chose là? Pas du tout. Quel est votre... Tendez le bras dans ma direction. Laissez juste le dessus de la serviette légèrement ouvert. Le dessus de la serviette légèrement ouvert. Quel est votre chiffre préféré? Le 3. Le 3, c'est un très bon chiffre. Gardez les mains en contact, bien fermées jusqu'à la fin de l'expérience. Faites en sorte que je ne puisse pas accéder à la serviette. Si vous sentez à l'intérieur de la serviette la cuillère bouger, c'est normal. Si vous sentez que ça chauffe, que ça change de température, c'est normal. Si ça brûle, c'est trop tard. Tant que je ne disparais pas, Okay. ça va. Vous ne disparaîtrez pas. Oh non, ce serait bien dommage. Hein. On a ici cuillère, grande cuillère, petite cuillère ou fourchette? Fourchette. Fourchette. Alors, laquelle des trois vous attire le plus? A, B, C? Celle-ci? Oui. Est-ce qu'il y a écrit quelque chose d'un côté? Pas encore. Ou de l'autre? Quel est votre animal préféré? N'importe lequel. Le premier chat. qui vient à votre esprit. Le chat, l'esprit félin. Gardez bien la serviette en main. Souvenez-vous que vous avez reçu une fourchette et non pas une cuillère. D'accord? On y reviendra dans quelques instants. Cuillère, grande cuillère, petite cuillère ou fourchette? Grande cuillère. Une grande cuillère. La A, la B ou la C? La dernière. Celle-ci? Ouais. Est-ce qu'il y a écrit quelque chose d'un côté? Non. Ou de l'autre côté? Vos paupières sont lourdes, très lourdes, vous avez envie de dormir, mais vous ne dormirez pas. Quelle est votre destination préférée? Peut-être pour la prochaine marche, si on devait en choisir une. L'Égypte. L'Égypte? Ok, levez juste un tout petit peu la serviette. Souvenez-vous, vous avez choisi une grande cuillère et gardez la main fermée, les mains fermées, pardon, bien ensemble, bien rassemblées, comme ceci, vous êtes parfait. Il nous en reste quelques-unes pour nous. Petite cuillère, grande cuillère. Allez, celle que vous voulez, moi je vous fais N'importe, confiance. n'importe. Une petite cuillère. Une petite cuillère. Laquelle des deux? Entre les deux, mon cœur balance? Celle-ci. Celle-ci. On va mettre la main bien à plat comme ceci. Il n'y a rien à criner d'un côté ni de l'autre. L'autre main, on va l'incurver légèrement en forme de cuillère. L'autre main, Lionel, voilà. et par-dessus. Ok. Parfait. Comme ça. Je vais te demander de tendre les mains comme ceci. D'accord. Cette main reste bien à plat. Celle-ci reste en forme de cuillère. Pareil, si la cuillère bouge, c'est normal. Si elle refroidit, c'est normal. Si Ok. le doigt commence à geler, c'est trop Ok, tard. vous me faites peur. Je vais enlever juste la bague. Il me faut un dernier objet pour moi. Je vais prendre par exemple cette cuillère, comme ça vous pouvez bien voir ce qui va se passer. Rien d'écrit d'un côté ni de l'autre côté. Qui parmi vous connaît encore le nom du Uri Geller avant de démarrer? Ça vous parle? Ça vous parle ou pas du tout? Il avait pour habitude de poser une cuillère comme ceci sur la main gauche. Bougez pas, on va vous prendre par au-dessus. Voilà, comme ça, très bien. Mais non. Pourquoi il se lève?
rien, c'est incroyable. On va juste comparer pour voir la différence. On voit la cuillère qui lentement va commencer à se courber. Alors gardez bien la main à plat. Vous avez toujours encore votre cuillère entre les mains, la main par-dessus. Vous allez frotter avec la main du dessus sur la cuillère. Vous allez sentir la cuillère se déformer à l'intérieur de vos mains. Frottez, 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 quoi qu'il arrive. Je frotte. Ah ouais, elle a l'air de bouger là. Non, elle bouge. Je vous jure. Vérifiez. Elle était plus plate avant, quoi. On va aller encore un peu plus loin. Voilà ce qui se passe en ce moment même à l'intérieur de vos serviettes. Oui. Observez juste les branches de la fourchette, les dents de la fourchette. On peut juste vérifier si c'est costaud. Allez-y, essayez. Costaud. Essayez de l'appuyer. Costaud. C'est dur, hein. Essayez. Je veux pas toucher à vos serviettes. Est-ce que vous voulez vous-même, je vais récupérer ta cuillère, comme ça tu vois qu'elle est réellement tordue. Réellement. Je veux pas toucher à vos serviettes. Est-ce que vous voulez bien vous-même ouvrir la serviette, plonger votre main à l'intérieur et récupérer la cuillère que vous avez dans votre serviette? On peut la montrer. Tordu. Est-ce qu'on peut faire exactement la même chose de ce côté? Elle est comme moi. Mais non. On peut faire la même chose de ce côté. Ah, ouais. Est-ce que vous voulez bien essayer de la remettre droite? Costaud? Ouais. Costaud. Hein. Mettez juste votre main à plat comme ceci. C'est quand même le grand mystère. Votre main comme ceci. Je vous montre ce qui s'est passé entre les mains et à l'intérieur de vos serviettes. Et si je tords les cuillères comme ça, on va finir par me dire, m'engueuler et ne plus m'inviter au restaurant ni chez vous. Alors je vais la remettre droite. Exceptionnellement, on va aller un tout petit peu plus loin. Vous l'aviez en main il y a quelques instants. C'est un mystère. C'est faux. Vous pouvez vérifier, il n'y a pas de coupure, pas de pliure. Non. C'est chaud. Je vous laisse reprendre une C'est chaud, Daniel. Non. Bravo. Monsieur Borner, ne le manquez pas sur son Facebook, sur son Instagram. Ce garçon est un magicien et mentaliste. Vous avez toutes les informations qui s'inscrivent à l'écran. Jérémy, on va te libérer. Bravo pour ce que tu fais. Alsacien de l'année 2019 par nos confrères des dernières nouvelles d'Alsace. Et régulièrement, tu viendras nous dire un petit peu où est-ce que tu en es. On fait comme ça? Ça marche. Voilà, dans un petit instant, on parlera des juniors d'Alsace avec nos invités. On va accueillir Magali, qui est chargée de communication média avec vous. C'est juste après la petite pause. Retour sur le plateau de 24 ans en Alsace. On a tous repris nos esprits avec Eric Borner. Sur ce plateau, Daniel Rettler, Catherine Kremer et Magali Simon. Comment allez-vous? Très bien. Vous êtes des beaux juniors. Les juniors, on en parle maintenant. Vous en êtes le fondateur d'ailleurs, Daniel. C'est quoi les juniors d'Alsace? Les juniors d'Alsace, c'est une association qui existe depuis 9 ans et qui a pour objet d'intervenir au niveau des réseaux sociaux et économiques de la région, dans le but de favoriser l'employabilité des adhérents pour les faire réussir dans leurs projets. Voilà, vous avez bien dit des adhérents. Oui. Alors vous allez, Magali, comme vous occupez de la communication et des médias, nous expliquer ce qu'est un junior. Oui, alors je laisserai vite fait la parole à Daniel, puisque moi, en fait, je suis membre des juniors depuis le mois de décembre, donc c'est assez récent. Tout récent. Je suis en recherche d'emploi également.
Et c'est vrai que l'aventure a démarré assez vite, puisque Daniel m'a proposé de participer donc, au conseil d'administration et m'occuper donc de la communication média. Voilà, donc, est-ce qu'il faut être en recherche d'emploi pour être ingénieur? Est-ce qu'il faut avoir 20 ans ou 50? Pas du tout. Il y a, comme disait Daniel, c'est intergénérationnel. Donc effectivement, Catherine est partenaire, elle va vous en parler plus après. Et donc ce sont des personnes qui, comme moi, sont en recherche d'emploi, qui veulent sortir de l'isolement et qui découvrent un formidable réseau au sein de cette association, de la bienveillance. Et du coup, on reprend confiance en soi et puis on rencontre également des professionnels qui font partie de l'association. Et des rencontres café, des ateliers emploi, etc. Et vous, Catherine, vous êtes dans ce réseau Junior d'Alsace, vous êtes une professionnelle, hein. Vous pilotez un spa thermal, le Sulzbad. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre les Juniors d'Alsace? Alors en fait, j'ai rencontré par hasard Daniel dans un autre réseau dans lequel dont je fais partie. On a discuté d'abord au téléphone, on a sympathisé et donc il m'a présenté cette association et je trouve que la démarche, c'est très beau ce qu'il fait parce qu'il s'investit totalement et donc il permet à travers tout ce dynamisme de faire retrouver du travail à beaucoup de personnes et ça m'a touchée et je me suis dit, bah oui, en plus on est juste à côté l'un de l'autre. Et vous accompagnez aussi financièrement l'association? Oui, c'est ça, une petite hauteur, mais oui, tout à fait, en tant que partenaire. Et puis voilà, on a sympathisé. Oui. Alors là, Daniel, des gens nous regardent, se disent, tiens, ça a l'air merveilleux. Oui. Est-ce que ça marche? C'est-à-dire, est-ce que vous arrivez à remettre des gens dans le cycle de l'emploi? Oui, les résultats 2019 sont sortis, on est à 63% de retour à l'emploi dans semestre glissant. On a aidé en 9 ans 2000 personnes qui sont passées chez nous et qui ont effectivement réussi leur projet, soit en création d'entreprise, soit dans le salariat ou le portage salarial. Alors quand on dit qu'il y a du boulot en France, on est à peu près tous d'accord. Quand on dit qu'il y a du chômage, on est aussi à peu près tous d'accord. C'est quoi la clé du succès chez vous pour remettre à l'emploi 63% des personnes? Enthousiasme, bienveillance. Efficacité. Mais au-delà de ces mots, on les aime bien parce qu'ils sont positifs et nous on est une chaîne positive, on aime ça. Oui. Ça veut dire que la personne qui vient chez vous, qui cherche du boulot, comment est-ce que vous allez la préparer, la formater, la mettre en réseau et en contact pour que ça matche? Pour que ça matche, on organise des rencontres café avec des professionnels, on fait des ateliers emploi, on a récemment créé un labo 4, c'est un groupe de 10 personnes à peu près, qui se fixe un objectif de 3 mois pour trouver, et tous doivent trouver un travail, et ils se retrouvent toutes les semaines pour faire le bilan. C'est quoi le Labo 4, Magali? C'est un groupe qu'on a créé donc, en marge, on va dire, de l'association, et on se rencontre tous les lundis pendant une journée. Et en fait, on se rebooste, on profite de nos réseaux communs, et donc on fait des techniques de recherche d'emploi, on fait des pitchs, etc. Et l'idée, c'est que donc en 3 mois, on retrouve tous en emploi. Donc là, parmi les 8 personnes, il y en a presque 3 qui sont en train de retourner sur le marché du travail. Donc en fait, ça permet vraiment de se rebooster et d'être actif, parce que souvent, effectivement, on est dans l'isolement. Et franchement, moi, si j'ai un mot à dire, c'est rejoignez les juniors. Voilà. C'est ça, Catherine, c'est quand on recherche du travail, il y a un moment où il faut retrouver la confiance. Oui, tout à fait. Et le fait que je trouve que sa démarche est bien, parce que, quelque part, il les fait participer, enfin travailler au sein de l'association. Du coup, ils restent actifs. Et ça, c'est vachement important. Ils sont pas dans l'isolement, comme tu disais. Et ça permet de rester le pied dans l'étrier et c'est plus facile après pour trouver du job. Et aussi, ça donne envie. Ça donne envie. Ouais. Vous la mesurez, cette confiance, se retrouver quand les gens viennent chez vous, Daniel? Ah bah oui, déjà, Magali est arrivée il y a 1 mois. Décembre, oui. Ouais. Elle était triste. Elle était dans le creux de la vague. Elle a complètement changé. Vous êtes prête? Voilà, elle n'était pas la seule à être triste. Il y en a 3 qui sont arrivés le même jour. Ouais. On a lancé un tango, c'était réglé. Ah d'accord, ça se passe comme ça. Ah oui, il y a un petit tour de magie. Il y a une synergie positive qui se crée à travers la danse en ouverture. Oui, exactement. C'est pas mal comme voilà. C'est ce qu'on voit sur les images. Hein. On les voit un petit peu s'amuser et jouer. C'est plus de 2000 adhérents que vous avez?
Mais alors on en accepte 150 par an. D'accord. Et depuis le début, Il y en a plus que on 1000. en a traité bien sûr 2000 et ça va continuer dans ce rythme-là. Il faut dire que la particularité quand même des juniors, c'est qu'on travaille sur 2 axes, à la fois les entreprises qui nous soutiennent, mais qui ne nous soutiennent pas seulement financièrement, matériellement et intellectuellement, et de l'autre côté des adhérents très actifs, puisqu'ils se boostent entre eux. Et à travers toutes nos activités, ils finissent par trouver, puisqu'on fait même du relooking, on travaille l'image, on a fait récemment de l'hypnose. On va très loin dans les... de l'hypnose, oui, Mais tout pas à fait. avec les cuillères. Mais pas avec les cuillères, oui. Pourquoi vous avez fait de l'hypnose pour la recherche C'est d'emploi? effectivement une partenaire qui est venue détendre le groupe et on a été très détendus. Est-ce que ça coûte quelque chose d'intégrer les juniors d'Alsace? Oui, quand on est nouvel adhérent, déjà il faut mon accord. Ensuite, c'est coopté? Oui, c'est dans les statuts. D'accord. Donc vous êtes Omar Bongo oui, des exactement. juniors d'Alsace. Exactement. Donc c'est 45 € la première année, 25 les suivantes. C'est dérisoire. C'est très faible. Mais quand vous dites comme ça que c'est presque casté, c'est vous choisissez aussi des profils où vous dites tiens, c'est positif. Quelqu'un qui... On a essentiellement des cadres et des professions du secteur tertiaire. Donc c'est là-dedans qu'on travaille. Donc vous les castez bien. Oui. Merci à vous les camarades, cette émission n'est Merci. pas finie mais on va partir en Guyane là maintenant. Oui. Il y a Christiane Taubira qui nous attend. D'accord. C'est pas mal. Voilà, Okay. Je voulais vous remercier Magali, bonne recherche d'emploi, bravo à vous Catherine pour les accompagner, ces juniors d'Alsace avec passion et envie, on le sent, et bravo pour le boulot Daniel que vous faites. Hein. Dans un petit instant, il y aura le tour des cantons, avant cela c'est Martial Debrief, il est en Guyane, à la page c'est la chronique littéraire, il en a profité pour rencontrer Madame Christiane Taubira. Bonjour à toutes et à tous, à la page aujourd'hui en Guyane sur cette très belle place des Amandiers à Cayenne et j'ai le plaisir de recevoir Christiane Taubira. Merci Christiane Taubira de nous accueillir et de consacrer un peu de votre temps pour notre chaîne alsacienne. Vous sortez un livre chez Plomb qui est absolument magnifique et qui s'appelle Nuit d'épines au singulier parce que beaucoup l'écrivent au pluriel. Et dans Nuit d'épines, vous... décrivez toutes ces nuits, les plus belles nuits, les plus dures nuits que vous avez passées. Est-ce que vous aviez envie justement de transmettre une émotion particulière dans cet ouvrage ? Alors, je suis incontestablement fascinée par la nuit depuis très longtemps, depuis l'enfance. Je suis fascinée par la nuit par ce qu'elle révèle. D'abord, sa transformation physique, géographique, sa transformation sonore aussi. Et puis, les enfants de Guyane, nous sommes nourris de contes, de légendes, donc de personnages surnaturels. Donc, la nuit m'a toujours apporté tout cela. Et en plus, la nuit m'a apporté évidemment une liberté illimitée, absolue, puisque la nuit, c'est le temps des lectures clandestines, c'est le temps de la musique écoutée en sourdine. Donc la nuit, c'est vraiment un espace particulier, un lieu particulier. Et j'ai toujours ressenti une très grande complicité. Et c'est vraiment un ouvrage qui est un hymne à la désobéissance. Alors cette désobéissance, vous l'avez très tôt, puisque votre mère... vous passez à côté de l'autorité parentale et vous allez lire dans votre lit les ouvrages que vous avez envie de lire et puis en fermant la porte et en claquant les choses. Et puis cette désobéissance, vous l'avez aussi la veille de la présentation de la loi pour le mariage pour tous à l'Assemblée nationale. Vous êtes très malade, vous êtes à l'hôpital, on craint une septicémie. Le médecin vous empêche absolument de partir de l'hôpital et vous commencez à négocier. Ce jour-là, il fallait que vous soyez là. Je vais vous dire ce qu'il vous aurait dit, Léon Gontran Damas, par rapport à ce que vous nous dites. Et ça, c'est dans Black Label. Lorsqu'il dit « nous les gueux, nous les peu, nous les chiens, nous les riens, nous les maigres, nous les nègres, qu'attendons-nous ? Qu'attendons-nous pour faire les fous, pisser un coup sur cette vie stupide et bête qui nous est faite? Si nous n'accordons pas l'égalité des droits, si nous ne reconnaissons pas les libertés, nous leur disons, qu'attendez-vous pour faire les fous sur cette vie stupide et bête qui vous est faite? Vous avez défendu une cause qui est devenue maintenant une loi qui profite à des milliers de Français, qui les a rendus heureux. Alors, est-ce que la désobéissance, Madame Taubira, vous a
permis de faire toutes ces belles choses dans votre vie? Alors, mon rapport à la désobéissance, il est précoce en effet. Et mon premier rapport est d'abord d'intuition. Je comprends qu'il me faut désobéir. Alors moi, je fais une différence entre ne pas obéir et désobéir. Alors pour moi, d'abord, ne pas obéir, c'est-à-dire penser. Je n'exécute pas. Lorsqu'on me donne un ordre, je n'obéis pas. Je pense d'abord. Et après, je peux désobéir. Donc désobéir, pour moi, c'est l'action. Je m'oppose. Donc intuitivement, lorsque j'étais enfant, j'ai compris qu'il ne fallait pas obéir. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas me soumettre à des dogmes, à des commandements, à des obligations dont je ne percevais pas le bien fondé. Et après, j'ai appris à désobéir vraiment, c'est-à-dire à agir contre. Sauf que depuis que je suis enfant, j'accepte de payer le prix de ma désobéissance. Pour moi, ça va avec. Il y a des conséquences au fait de s'opposer et j'accepte et j'assume les conséquences. Donc, du coup, je chemine dans la vie tranquillement. Je n'obéis pas, je désobéis, je prends les coups qui vont avec, je rends les coups qui méritent d'être donnés et je continue à ouvrir mon chemin de vie. Alors justement, ça me permet de venir à ce chapitre exceptionnel sur vendredi 13. Je dis exceptionnel parce que il y a quelque chose de terrible pour le lecteur. On est à la fois complètement emmené par votre écriture, par cette douceur d'écriture, la douceur des mots de ce chapitre, et en même temps avec la gravité de la situation dans laquelle vous êtes plongé à ce moment-là. Ce qu'il y a de terrifiant, il y a eu de terrifiant dans cette nuit du 13 novembre 2015, c'était oui, la douceur de l'air, la fraîcheur. La tendresse qui se dégageait là. Il y avait une ambiance parce que c'était une nuit, une soirée de novembre, mais extrêmement douce, extraordinairement douce, et l'horreur qui est absolument indicible. Et lorsque j'écris ce chapitre, voilà, je l'écris, c'est tout. Je l'écris tel que je l'ai vécu. Je l'écris sans tricher. Donc il y a cette douceur et il y a cette violence. Et il y a cette nécessité d'être là, de faire, d'agir, d'accompagner, d'aider les autres, mais aussi d'accepter la fragmentation, d'accepter la déflagration à l'intérieur de soi, d'accepter, voilà, je fais tout mon travail de garde des Sceaux et je m'écroule après. Christiane Taubira, dans cet ouvrage, vous allez parler de votre passé, de votre enfance, de toute votre vie de femme politique. Vous parlez aussi de cette femme engagée qui défend bec et ongle, en tout cas, ses convictions. Et vous parlez aussi d'espoir. Car à la fin de cet ouvrage, il y a 2 mots. Et après. Alors j'ai envie de vous demander, ça me brûle les lèvres depuis que j'ai fermé ce livre que je recommande à l'ensemble des lecteurs d'Alsace 20, parce que quand vous le commencez, vous ne le terminez que lorsque vous avez fini avec « et après ». Alors, Christiane Taubira, et après, il y a quoi? Alors, et après, il y a ce qui dépend de nous. Si nous cessons de tricher, tout le monde triche, les gouvernements trichent sur la question de l'environnement, qui est une question majeure, non seulement en termes d'environnement, mais en termes humains et en termes sociaux. Est-ce que nous sommes prêts à laisser mourir ceux qui vont payer le prix le plus lourd de nos modes de vie confortables? Et après, si les gouvernements cessent de tricher, si la communauté internationale cesse de jouer à cache-cache, si les peuples cessent de composer, et si les individus recommencent à se vivre comme des citoyennes et des citoyens de leur nation, mais aussi du monde. En tout cas, merci infiniment, Christiane Taubira, de nous avoir consacré ce temps. Je ne peux que vous recommander Nuit d'épines, publié chez Plomb. Je vous assure que vous allez passer un moment inoubliable en politique, mais aussi de littérature. C'est un livre merveilleux. Et puis, à très bientôt en Guyane, Christiane. Au revoir et à la semaine prochaine sur Alsace 20. Exceptionnel, Christiane Taubira. Merci beaucoup, Martial Lebrief. Place à présent au Tour des Cantons. Quant à nous, on se retrouve demain à 19h. Salut. Voici le résultat du scrutin. Votant 532, exprimés 471, majorité 236 pour, 441 contre 30. L'Assemblée nationale a adopté. Mercredi 26 juin 2019, une date qui restera dans les mémoires en Alsace. Ce jour, l'Assemblée nationale votait la loi relative à la création de la collectivité européenne d'Alsace.
actant la fin du parcours législatif d'un texte visant à redonner à l'Alsace une réalité institutionnelle. Au 1er janvier 2021, les conseils départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin fusionneront dans une nouvelle collectivité dotée de compétences étendues. C'est un beau projet, un projet historique, puisque l'Alsace fait partie seulement des 5 collectivités métropolitaines à faire l'objet d'une loi spécifique. Après Paris, Lyon, Marseille et la Corse, l'Alsace a sa loi depuis le 2 août dernier. Cette fusion des 2 départements alsaciens prend racine dans le malaise qui a suivi la création de la région Grand Est. Déjà, en septembre 2016, quelques mois à peine après la création de la grande région, les présidences des conseils départementaux exprimaient leur souhait d'une renaissance institutionnelle de l'Alsace. Pour que l'Alsace, réalité humaine, citoyenne, économique, redevienne une réalité institutionnelle et politique. En 2017, l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron et l'intense travail de lobbying des élus alsaciens ouvrent la voie à une évolution rapide de la situation. Au mois de novembre 2017, lors d'une rencontre avec le président de la République, le président de la République nous a dit « on peut imaginer une entité particulière pour l'Alsace, mais à une condition, c'est qu'elle reste dans le Grand Est ». C'est l'occasion de montrer la mobilisation des Alsaciens pour le projet que nous portons et qu'il peut être enrichi par les réflexions que nos concitoyens pourront formuler. Là, il va falloir maintenant travailler sur les outils juridiques à mettre en place et il va falloir que les 2 départements délibèrent pour créer le support juridique qui va permettre la création de cette collectivité Alsace. Il y a une détermination collective forte qui s'est exprimée, une volonté partagée d'aboutir et un soutien fort dont nous pouvons bénéficier de nos collègues, nous les 2 présidents. Le vote par l'Assemblée nationale est sans appel, puisque 441 députés ont voté pour le retour à une Alsace institutionnelle. Au Conseil départemental du Haut-Rhin, on compte les jours jusqu'au 1er janvier 2021. Un compteur a même été mis en place sur la façade de l'hôtel du département. Ce qui a été déterminant, c'est le fait que le président de la République, le Premier ministre et les ministres aient compris le malaise alsacien depuis l'intégration de l'Alsace au sein du Grand Est. Et le fait que l'Alsace, en tant que collectivité, n'existait plus, que l'Alsace avait disparu de la carte de France. En ce mardi 14 janvier, il reste 353 jours avant le début de la collectivité européenne d'Alsace. Un peu moins d'1 an pour finaliser les derniers aspects du projet et rendre la nouvelle institution opérationnelle. Il y a tous les chantiers sur lesquels nous travaillons avec nos collègues du Bas-Rhin, de convergence des politiques des 2 départements. Par ailleurs, nous travaillons avec l'État sur la mise en place des ordonnances et des décrets d'application de la loi. Concrètement, eh bien, ce sont les routes nationales et les autoroutes qui vont être transférées à la collectivité européenne d'Alsace. Nous travaillons sur une autre compétence forte de la collectivité européenne d'Alsace, qui est le développement du bilinguisme. Et puis, nous travaillons aussi à la mise en place d'une coopération transfrontalière encore plus forte. En fait, nous anticipons pour déjà pouvoir mettre en œuvre dès 2021 concrètement un certain nombre de ces politiques. Si les politiques des 2 départements vont converger au 1er janvier 2021, dans les exécutifs départementaux, on sait les Haut-Rhinois et les Bas-Rhinois attachés à leurs spécificités. Ainsi, la convergence des politiques publiques ne devrait pas être synonyme d'uniformisation. La future collectivité se réservant le droit d'adapter ses politiques aux différents territoires. On peut très bien estimer que, par exemple, la spécificité des vallées vosgiennes ou des zones montagneuses de l'Alsace pourront bénéficier de politiques différentes que, par exemple, celles qu'on mettra en place dans la Plaine ou dans le Sundgau. Autre question épineuse, celle du siège. Qui de Colmar ou de Strasbourg? Pourquoi pas Célestat ou encore Mulhouse? Pour l'heure, la question n'est pas tranchée, mais un consensus semble tout de même se dessiner. C'est la nouvelle Assemblée, la collectivité européenne d'Alsace, qui décidera
du siège de la collectivité. Mais clairement, avec Frédéric Biry, avec tous les collègues conseillers départementaux orinois et barinois, nous tenons à être au plus proche des habitants. Et s'il faudra bien un siège sur le papier, clairement, cette nouvelle assemblée d'Alsace se réunira aussi bien à Colmar qu'à Strasbourg, que certainement aussi à Mulhouse, à Sélestat, à Saint-Louis, à Haguenau, à Saverne. Nous voulons être au plus proche des habitants. Si en 2021, les conseils départementaux vont fusionner dans leurs dimensions politiques et administratives, l'émergence de la nouvelle collectivité ne sera pas pour autant synonyme de la disparition des deux départements. Au 1er janvier prochain, 67 et 68 seront toujours présents sur les cartes. Les préfectures de Strasbourg et Colmar seront maintenues. Prochain grand rendez-vous entre la collectivité européenne d'Alsace et les Alsaciens en mars 2021 pour la première élection des conseillers d'Alsace.